Le questionnement philosophique d'aujourd'hui porte sur l'allongement de la durée de vie humaine au-delà de 2 siècles, tel que le proposent, tel que l'envisagent et le promettent les philosophes rassemblés au sein du mouvement transhumaniste, des philosophes et leurs biotechniciens nous disent que l'humanité, les hommes, peuvent allonger l'espérance de vie, ça s'appellerait même plus espérance de vie. Ils peuvent, les humains, prolonger leur vie indéfiniment, d'avoir une éternité de vie, en se fondant sur les progrès réalisés par les nouvelles technologies et grâce aux nouvelles technologies, que sont, faut-il le rappeler, les biotechnologies, les nanotechnologies, ce qui s'appelle l'intelligence universelle, et puis surtout les connaissances cognitives, la connaissance du fonctionnement du cerveau humain. Alors, un des auteurs, vulgarisateurs des idées de ce mouvement, le professeur français Laurent Alexandre, a même publié un livre intitulé « La mort de la mort ». Bon, comment pense-t-il procéder pour prolonger indéfiniment la durée de vie humaine? Il est intéressant que nous jetions un coup d'œil sur ce qu'il propose comme procédé à travers justement les biotechnologies et les nanotechnologies. Alors, ils conçoivent l'immortalité sous une forme absolue, d'abord, qu'ils appellent la fusion de la conscience et de l'ordinateur. Fusion de la conscience et de l'ordinateur, fusion de la conscience et de la machine, on pourra utiliser les termes qu'on veut. Et les biotechnologues et autres nanotechniciens envisageraient ce qu'ils appellent le téléversement de la conscience dans le cyberespace, dans la réalité virtuelle. En quoi faisant ce téléversement? Et on commencerait par scanner la matrice synaptique du cerveau de l'homme. Donc, une opération qui concernerait les uns et les uns après les autres individuellement. On scanne le cerveau de X, Y, Z. C'est une opération individuelle. Ce n'est pas une évolution de l'espèce à un niveau général, mais c'est ici une évolution, une transformation, individu par individu, quitte à ce que l'hérédité puisse assurer la pérennité des transformations et la conservation des transformations réalisées. Après avoir scanné la matrice synaptique, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on passe à l'ordinateur. On va simuler cette matrice sur un ordinateur, tout en veillant bien sûr à toujours conserver à sa disposition, conserver par devers soi, des copies de remplacement. C'est ce qu'il considère comme possibilité de durée de vie illimitée, parce qu'on se serait projeté sur l'ordinateur, sur un appareil, sur de la matière. Par cette méthode, si elle réussit, il s'agirait de ce qu'ils appellent de faire migrer l'homme de son enveloppe biologique vers un univers totalement digital. Selon l'un de ces penseurs, Ray Kurzweil, américain, informaticien, futurologue, qui travaille chez Google, selon Ray Kurzweil, en 2045, l'être humain pourra fusionner son cerveau avec une intelligence artificielle et augmenter ainsi ses capacités intellectuelles jusqu'à 1 milliard de fois. Bien, voilà pour la première manière de procéder, qui n'est rien de moins qu'une hybridation, une hybridation homme-machine.
La deuxième voie, qui serait moins extrême, consisterait à mettre au point une technologie qui permettrait de construire des neuroprothèses grâce auxquelles l'homme ainsi équipé pourrait littéralement se brancher sur un cyberespace. Au lieu que l'homme migre entièrement de son enveloppe biologique naturelle vers un monde digital, il développerait plutôt une sorte d'interface neurale avec un processeur, avec un ordinateur. Alors, en troisième lieu, les transhumanistes utilisent une procédure, disons, naturelle, qui serait le recours à la thérapie génique. Thérapie génique par laquelle ils pensent pouvoir également accroître la durée de la vie humaine. Alors, une thérapie génique jumelée avec d'autres moyens biologiques qui soient capables de bloquer infiniment le processus normal de vieillissement, tout en stimulant le rajeunissement et les mécanismes de régénération. Ici, les transhumanistes comptent particulièrement sur les nanotechnologues pour accomplir cet exploit. Il s'agit de ce qu'ils appellent l'ingénierie tissulaire ou l'ingénierie cellulaire, par laquelle les biotechnologues peuvent réussir 3 types d'opérations. Reprogrammer des cellules des individus en vue d'empêcher certaines maladies de se produire. En second lieu, à partir des cellules embryonnaires, réparer des cellules endommagées chez des accidentés de la route, par exemple des malades de cancer ou d'autres malades encore. En troisième lieu, bloquer les processus de vieillissement tout en stimulant les mécanismes de régénération des tissus. Alors, dans une interview publiée sur son site officiel, le philosophe, le cofondateur du mouvement transhumaniste, ou encore Humanité Plus, Nick Bostrom, le Suédois Nick Bostrom, déclare que, je le cite, « L'intelligence artificielle nous aidera peut-être, avec ses capacités hors normes, à trouver des méthodes pour réparer indéfiniment le corps humain jusqu'au niveau cellulaire et nous faire vivre des millions d'années. » Fin de citation. Alors voilà pour ce qui est de l'annonce, les méthodes, comment ils entendent faire. Maintenant, quelles conséquences cela pourrait entraîner? Il n'est pas inutile de nous arrêter avant même d'envisager la question du but final, nous arrêter sur les conséquences, en supposant, en nous transportant immédiatement à une situation où cette promesse, cette perspective sont réalisées, sont devenues réalité. Qu'est-ce que ça entraînerait comme conséquence? Nous ne pourrions pas énumérer toutes les conséquences, mais examinons quand même quelques-unes d'entre elles. Donc, avant de parler de ce qui pourrait être le but final recherché par quiconque, non seulement les transhumanistes, mais par quiconque chercherait à s'immortaliser, à assurer à la vie humaine une durée illimitée, avant de chercher les buts que cela qui pousserait dans cette direction, dans cette aventure, voyons donc les conséquences que cela pourrait entraîner dans la vie en commun, dans le vivre ensemble des hommes. Voyons à présent quel genre de conséquences cet allongement de la durée de vie humaine pourrait entraîner dans la société. Si effectivement ça se démocratisait, que de nombreux hommes, que de populations importantes d'hommes devenaient dans le vocabulaire des transhumanistes des hommes augmentés, des post-humains, ayant une durée de vie allant au-delà de 150 ans, 200 ans et plus,
eh bien, il y aurait à craindre, premièrement, une forte surpopulation de la planète. Une conséquence qui viendrait faire se développer de manière exponentielle la tendance déjà actuelle. La population de la Terre est en train d'augmenter de manière très sensible. L'espérance de vie elle-même s'améliore, y compris dans les pays en voie de développement, y compris en Afrique. Les chiffres proposés qui sont annoncés comme population de l'Afrique d'ici 2050 sont des chiffres très importants, très élevés. Alors qu'en serait-il si effectivement la durée de vie ajoutée à la natalité éventuelle qui continuerait, je dis bien éventuelle, s'il y aurait surpopulation. Seulement, devant cette crainte de la surpopulation, l'un des tenants du transhumanisme, l'anglais Aubrey de Grey, répond qu'il s'agit d'un mythe de parler de la surpopulation. Et il affirme que le nombre d'humains que la planète Terre peut supporter, peut abriter, n'est pas un chiffre fixe, ni une loi de la physique, mais une fonction de la technologie. Bon, soit. Le fait est que la surpopulation sera un problème. En deuxième lieu, il y aurait fort à craindre que sur la base d'une forte sélection économique et financière venant se substituer à la sélection naturelle ayant fonctionné jusque-là, il y aurait fort à craindre qu'une catégorie minoritaire de privilégiés multicentenaires voit le jour, à côté de la grande majorité, se limitant à une espérance de vie de moins de 100 ans. Car en effet, même si dans la première hypothèse, j'ai imaginé que beaucoup de gens iraient dans cette voie, beaucoup de gens se trouveraient des hommes augmentés, c'était une hypothèse d'école. Parce que la réalité est que ces développements, ces changements, ces transformations en hommes augmentés demandent beaucoup d'argent. Donc, il y aurait d'abord, pendant un certain temps, si ce n'est pendant tout le temps, le surgissement d'une catégorie privilégiée, de nouveaux privilégiés, sur la base de la science et de l'argent. Alors, d'un côté, on aurait les hommes augmentés, super intelligents et super forts physiquement, bref, des sélectionnés de la science et de l'argent. De l'autre, des hommes demeurés de simples hommes, moins forts physiquement, moins intelligents, comparés à la moyenne des moins intelligents, des hommes augmentés encore appelés des post-humains. L'Institut d'éthique et des technologies émergentes qu'a créé Nick Bostrom, l'un des cofondateurs du mouvement transhumaniste, est un cercle de réflexion à but non lucratif, sur lequel on ne saurait compter pour éviter d'exacerber les inégalités face à la montée des technologies d'augmentation humaine, ni encore moins pour permettre de décider parmi les techniques d'augmentation lesquelles doivent être diffusées via le marché et lesquelles doivent être financées par les pouvoirs publics en tant que droit humain universel des hommes. Si l'Institut d'éthique et des technologies émergentes de Nick Bostrom ne peut qu'aborder ces questions, ne peut que discuter de ces questions, le gros problème reste à déterminer le niveau national ou international auquel pourra et devra se situer l'instance devant décider, devant imposer au pouvoir public de prendre en charge les demandes d'équipement émanant des catégories pauvres donc de la société. Au plan socio-politique, on pourrait pronostiquer que ce serait cette caste des hyper-intelligents multicentenaires qui s'imposerait pour la direction des nations, partout où ils seraient.
à moins que cette écrasante domination des nouveaux hyperpuissants ne provoque de nouveaux regroupements géographiques à travers des émigrations tous azimuts, conduisant à l'application du principe qui se ressemble s'assemble. En effet, le fonctionnement de la démocratie entre des gens semblables ne serait-il pas plus logique et plus juste? Mais ne voici-t-il pas une nouvelle forme d'apartheid que l'hypothétique triomphe des idées transhumanistes serait venu créer parmi les hommes? S'agirait-il du reste des mêmes hommes dans les deux situations? On ne saurait faire cohabiter les transhumains avec les hommes, en quelque sorte des surhommes avec de simples hommes, pour toutes sortes de compétitions au niveau social. La République des transhumains, la République des post-humains, encore appelée hommes augmentés, viendrait accoucher d'une nouvelle échelle de valeurs dans tous les secteurs. Prenons quelques exemples. Par exemple, comment fixer le même âge d'obligation scolaire aux enfants de faible espérance de vie, demeurés du reste des enfants ordinaires, qu'à ceux des transhumains susceptibles de naître avec des aptitudes intellectuelles correspondant à celles des enfants actuels de 10 ou 15 ans. Ils auront bénéficié du bagage héréditaire résultant de la reprogrammation des cellules de leurs parents et de leurs ascendants, tandis que ceux des anciennes lignées d'hommes demeurés bio, n'est-ce pas, continueraient leur progression au petit rythme des hommes demeurés de simples hommes. Comment fixer le même âge pour la majorité et le droit de vote à ces deux catégories de jeunes ne pouvant plus être invités à subir les mêmes compétitions dans la vie sociale, y compris les compétitions sportives? Voilà, c'est quelques conséquences. Ce n'est qu'un petit échantillon, et encore, il y aurait beaucoup à dire par rapport aux conséquences qu'entraînerait une durée de vie illimitée des hommes grâce à la médecine, grâce aux biotechnologies, aux nanotechnologies et le reste des technologies avancées.